Félicitations. Alors donc, merci bien madame. On va continuer avec la réaction de monsieur Ibrahim Hassan Mayaki, PDG du Népal. Merci monsieur le Président. Donc, mon rôle est de faire un exposé sur l'exposé. Alors, ce que je vais faire, je vais diviser mes remarques en deux grands groupes. La première catégorie, c'est ce que m'a inspiré cet exposé. Et la deuxième catégorie de réflexion, c'est ce que je pense à partir du point de vue de l'Union africaine, parce que vous savez que le Népal fait partie de l'Union africaine, comment nous voyons les solutions aux problèmes qui ont été posés. Alors, première catégorie, je crois qu'il faut féliciter Madame Sanchez-Paramo pour la clarté et la précision de sa caractérisation de la pauvreté. Alors, j'ai 6 ou 7 points que je vais passer en revue. Le premier, c'est le fait qu'elle ait relevé qu'il y a des défis importants dans la réduction de la pauvreté extrême. Je vois qu'il faut le souligner, et il faut le souligner en le mettant en relation avec le fait que l'Afrique n'a pas finalisé sa transition démographique. Et tant que l'Afrique n'aura pas finalisé sa transition démographique, nous aurons ce défi de gestion de l'extrême pauvreté. Et les chiffres sont des chiffres massifs, comme on dit en anglais. Imaginez, d'ici l'an 1930, c'est-à-dire très bientôt, nous devrons créer 400 millions d'emplois pour des cohortes de jeunes entre 15 et 30 ans qui sont déjà nés et avec nous. Donc la question des nombres massifs est extrêmement importante. Le deuxième point, c'est sur la nature de la croissance qu'elle attribue fondamentalement à la gestion classique que nous connaissons des matières premières. Alors là, il y a juste une réflexion à apporter, c'est que les économies africaines qui se portent le mieux ne sont pas dépendantes de l'exportation de matières premières, c'est plutôt des économies africaines qui ont commencé à se diversifier. Et je crois que c'est important de mentionner cela. Et ces économies-là ont des taux de croissance qui sont quand même assez significatifs. Relié à la nature de la croissance, je crois qu'il y a un point aussi qu'il faut absolument mentionner, c'est que nous avons encore au niveau du continent plus de 70% de nos populations qui vivent en milieu rural. Leur activité principale, c'est l'agriculture, et il est évident que la réduction de l'extrême pauvreté sera dépendante de la transformation de nos systèmes agricoles. Ce qui ne veut pas dire uniquement focaliser sur le développement de l'agriculture, ça veut dire la transformation de l'économie rurale en la diversifiant. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est l'inégalité. On dit souvent, parmi les 7 économies qui croissent le plus au monde, 6 sont africaines, mais on oublie de dire que parmi les 7 économies les plus inégales au monde, 6 sont africaines. Donc l'inégalité est un point qui me semble très important, et le fait d'avoir souligné sa dimension systémique, je crois, peut amener à réfléchir à des solutions systémiques également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, réfléchir à des solutions systémiques? Ça veut dire qu'aucun secteur n'est prioritaire par rapport à un autre. On est toujours dans cette querelle. Qu'est-ce qui est prioritaire? La santé, l'éducation, l'industrialisation, etc. En fait, tout système politico-administratif, en général, qui a une bonne politique de l'énergie, a une bonne politique de l'éducation, a une bonne politique de la santé. C'est tous les secteurs qui doivent bouger en même temps. Et c'est là que la question de la solution systémique devient importante. Il y a un point que je voudrais souligner sur l'inégalité. C'est juste une toute petite parenthèse, mais qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la nutrition. Vous savez, la nutrition sera le facteur déterminant de la formation du capital humain.
On a demandé à une dizaine de prix Nobel d'économie quels étaient pour eux le facteur le plus critique du développement du continent africain pour les 50 années à venir. De manière unanime, ils ont dit la nutrition. Et la nutrition, pour faire très court, c'est le développement du cerveau de nos enfants. Cinquième point, c'est sur la connectivité et l'intégration et l'importance qui a été donnée aux infrastructures rurales. Je crois que c'est très important. Ceci dit, nous sommes dans une situation dans le continent, toutes régions confondues, où les frontières entre le rural et l'urbain sont en train de fluctuer. Et très souvent, on ne sait plus ce qui est exactement rural et ce qui est exactement urbain. Souvenons-nous, 90% des Africains vivent dans des agglomérations de moins de 300 000 habitants. C'est la base de données Datapolis, l'OCDE qui vient de le dire. Donc, cette configuration spatiale implique une réflexion sur les infrastructures rurales et urbaines différentes. Le sixième point, c'est sur la gestion du risque, et je crois que c'était très important de le mentionner, parce qu'il aborde de manière directe la question de la vulnérabilité. Et là, je crois qu'il y a deux solutions, si je peux me permettre. Vous en avez mentionné une, qui est les filets de protection. Et la deuxième, je crois que c'est la gestion des filières et des grappes d'innovation technologique. On n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais je crois que c'est bon de mentionner ces deux aspects-là. Alors, au niveau des solutions, je crois que les trois groupes, technologie, secteur privé, gouvernance, c'est très bien. Le fait d'avoir mis l'accent sur la compétitivité, c'est très intéressant. Parce que très souvent, on met l'accent sur la création d'emplois, mais il ne faut pas oublier, comme dit l'OIT, qu'on vise des emplois décents, decent jobs. Et pour viser des emplois décents, il faut mettre l'accent sur la compétitivité et la création des petites et moyennes entreprises. Donc, créer des emplois, c'est bien, ce n'est pas le rôle de l'État, c'est le rôle des petites et moyennes entreprises et les conditions de la compétitivité doivent être réunies. La gouvernance, oui, j'aime bien donner l'exemple de la Tunisie, un pays qui était le chouchou de toutes les instances internationales, plus fort taux de scolarisation des filles, plus grande pénétration d'Internet, bonne route, bon système de port, etc. Et la Tunisie a implosé à cause d'un problème de gouvernance qui était lié fondamentalement à un taux de chômage important. Donc, il faut faire attention avec la gouvernance à ne pas tomber dans la trappe de l'illusion et je crois que c'était bien de le mentionner. Alors, de notre perspective, du point de vue NEPAD, Agence de développement de l'Union africaine, qu'est-ce que nous pouvons souligner? Je crois qu'il y a 4 points que nous pouvons souligner. Le premier, c'est l'importance de la dimension régionale. La réduction de la pauvreté n'est pas simplement une question nationale, elle doit s'inscrire dans une stratégie régionale. Et c'est ce que l'Union africaine et nos communautés économiques régionales essayent de plus en plus. Et là, il y a des moteurs qui doivent être mis en place. Deuxième point, c'est la question locale. La qualité de la gouvernance locale et la qualité des élites locales qui ouvrent le jeu de la compétitivité et qui sont appuyées par l'État sont un point extrêmement important d'inclusivité. L'inclusivité n'est pas simplement l'inclusivité ou l'inclusion, ça n'a pas simplement trait à des questions de capital humain, ça a trait également à des questions d'espace. Si on regarde les zones aujourd'hui où se déploie Boko Haram, ce sont des zones négligées du point de vue du développement. Donc, et heureusement que tous les États qui font face à ces questions-là l'ont reconnu et ont une gestion de l'espace qui est aujourd'hui appropriée par rapport à cette question.
L'autre point qui me semble important, c'est la multisectoralité. Le fait et là on revient à votre point sur l'approche systémique, on ne peut pas réfléchir par secteur, il faut qu'on réfléchisse multisecteur. Et c'est ce que nous essayons de faire dans la plupart des stratégies continentales que nous avons. Dernier point, c'est la coproduction des politiques publiques. Et là, on vient à la question du secteur privé. On voit que de plus en plus aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas de définir un plan et puis d'appeler le secteur privé pour voir comment le mettre en œuvre, c'est de le co-définir avec le secteur privé et les autres acteurs de la société. Et ça implique deux caractéristiques au niveau des États, et les États qui poussent vers l'émergence développent ces deux qualités-là. La première, c'est l'écoute des populations. Et je crois que nous, technocrates, entre guillemets, nous avons énormément à apprendre de l'écoute. Et le deuxième, c'est avoir les données, les data, et sans data, sans données basées sur l'évidence, on peut être amené à faire des erreurs. Donc voilà très brièvement ce que je pourrais dire sur cette question, en insistant sur le fait que vu la fragmentation de notre continent, toute solution de réduction de la pauvreté et de création de l'émergence devra nécessairement passer par une optimalité de solutions au niveau régional. Merci. Merci pour ce bel exposé. Et pour des contraintes de temps, on va aller très rapidement avec le docteur Cheikh Kanté, ministre auprès du président de la République, qui va nous dire comment construire la croissance inclusive autour des chaînes de valeur. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord me réjouir de l'organisation de cette rencontre, que je considère comme une plateforme d'échange, d'idées, de confrontation d'expériences ayant pour objectif fondamental de permettre à l'Afrique de retrouver ou de trouver sa voie vers l'émergence. Et j'avoue que quand j'ai écouté hier le discours pertinent de nos chefs d'État, en particulier le président Macky Sall, qui est égal à lui-même dans ses idées, dans son engagement, le président Ibeka, égal à lui-même, le docteur Mahathir, quand j'ai écouté la voix des institutions comme celle de la BAD, de la Banque mondiale, celle du PNUD, du Fonds monétaire, du secteur privé national, du secteur privé international, je me suis dit quelque part qu'il y avait quelque chose qui était en train de bouger en Afrique et que nous ne sommes plus en 1960 quand René Dumont disait que l'Afrique était mal partie. Aujourd'hui, nous sentons tous que l'afro-pessimisme est en train de disparaître. Nous sommes à l'ère de l'afro-pessimisme. Et c'est cela l'importance du thème de notre session, la construction d'une croissance inclusive à partir des chaînes de valeur, qui pose d'abord la problématique du principe de toute politique économique, qui a pour objectif fondamental de lutter contre la rareté. Et c'est la raison pour laquelle la croissance qualitative des biens et services a toujours souvent été privilégiée par rapport aux autres modes de croissance. Et c'est pourquoi aussi certains experts, dont ceux qui sont présents ici aujourd'hui, quand j'ai écouté Mme Sanchez, quand j'ai écouté le président du NEPAD, je me retrouve parfaitement dans leurs définitions, ces définitions qui sont au demeurant assez intégrées dans les paradigmes du plan Sénégal émergent, j'y reviendrai tout à l'heure.
Donc, quand une croissance ne crée pas d'emploi pour permettre à des jeunes, à des femmes d'être intégrés dans leur société et d'avoir une dignité, cette croissance doit être revue. Quand une croissance ne promeut pas la démocratie, elle n'est pas viable. Quand une croissance provoque l'aliénation culturelle, elle n'est pas une bonne croissance. Quand une croissance favorise la destruction des ressources destinées aux générations actuelles et aux générations futures, cette croissance doit être revue. Et c'est ça qui a fait naître le concept de croissance inclusive, qui repose sur l'idée selon laquelle la croissance quantitative, bien qu'elle soit importante et essentielle, mais elle n'est pas suffisante pour prendre en compte les questions de bien-être. Aujourd'hui, il faudrait que nous soyons d'accord sur un principe. La croissance quantitative telle qu'on l'a connue n'a pas souvent apporté le bonheur intérieur brut des populations africaines. Elle n'a pas une corrélation positive par rapport, par exemple, à l'indice de développement humain, par rapport au gap entre la poignée de riches et la panoplie de pauvres. Et cela pose la problématique de la condition de la croissance inclusive. La condition, d'abord, il faut des conditions de forme, des conditions de fond. Le financement de la croissance inclusive. Comment financer la croissance inclusive? Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle du secteur privé? Cela pose le principe de la justice distributive à partir de la combinaison de l'approche systémique dont vous venez de parler. La condition préalable, c'est déjà, il faut avoir une ambition, une conviction forte, comme celle du président Macky Sall, qui est venu avec une ambition forte de relever un défi. Sa croissance, elle est corrélée, madame, à l'objectif 2030 des ODD. C'est un principe de base. On ne peut pas corréler une croissance avec les ODD et faire moins de 6 à 7%. Ce n'est pas possible. Dans la typologie de la croissance, elle doit répondre à ces standards internationaux. Faire d'abord y avoir une croissance supérieure au taux de croix antérieur qui absorbe pratiquement le taux de croissance démographique, avoir une croissance qui a une moyenne des pays développés et une moyenne standard des pays en voie d'émergence. C'est une conditionnalité fondamentale. Et ça, il faut avoir la bonne combinaison dans votre approche systémique à travers un modèle. L'approche systémique permet de créer un modèle adapté à un certain degré d'homomorphisme par rapport à l'environnement où on évolue, l'environnement interne et l'environnement externe. Et c'est ce que le président Macky Sall a fait à travers le plan Sénégal émergent. Il a conceptualisé un modèle économiquement viable, socialement équitable, écologiquement reproductible et qui respecte la disparité territoriale dont vous avez fait montre tout à l'heure, l'équité territoriale. C'est souvent ce qui manque. Dans 3 dimensions, la transformation structurelle, le capital humain. Madame, vous avez raison. L'accumulation du capital humain produit davantage de performance que l'accumulation du capital physique. C'est une vieille théorie. La protection sociale et le développement durable. Et enfin, la bonne gouvernance, la paix et la sécurité. C'est ce que nous avons au niveau du Sénégal, articulé maintenant à des grappes de productivité. 6 grappes de productivité. Le premier grappe, c'est l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire. Deuxième grappe, c'est l'écosystème de l'habitat social et de la construction. Troisième grappe, un secteur important dont vous n'avez pas parlé, c'est la modernisation du secteur informel, qui joue un rôle assez important dans nos économies. L'autre grappe, c'est les mines et les fertilisants. 5e grappe, c'est le hub industriel. Et 6e, le hub des services, y compris les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, ce sont ces paradigmes qu'on a condensés pour créer 27 projets phares, 17 réformes phares, dont l'interaction articulée dans un horizon temporel du premier plan d'action prioritaire
a donné les résultats que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. J'y reviendrai tout à l'heure. Conditions de financement. Monsieur le Président de la République l'a expliqué majestueusement hier. Il faut d'abord que nous comptions sur nous-mêmes. Quand on parle de l'État, naturellement, on parle des impôts. Il faut un civisme fiscal. Il faut que les gens payent leurs impôts. Il faut que les Africains apprennent à payer leurs impôts. Il faut que les Africains aussi, avec l'aide de la communauté internationale, puissent combattre la saignée des impôts qui nous échappent, évalués entre 40 et 80 milliards de dollars chaque année. Le civisme fiscal. Il faudrait comment financer cette croissance-là à partir de l'investissement direct étranger, qui est faible en Afrique présentement, 2%, contre 8% dans les pays asiatiques et 35% du budget. Il faudrait financer cette croissance-là à partir des partenariats, non pas à partir de l'aide qui renvoie souvent à la générosité de quelqu'un par rapport à une institution. Nous n'en voulons pas. Nous promouvons actuellement le partenariat avec ces paradigmes, la transparence, la cohérence, l'efficacité et la redevabilité. Ces notions renvoient à la reddition des comptes, c'est-à-dire l'argent que les États reçoivent pour financer des projets, ils doivent rendre compte devant les populations et devant les institutions internationales. C'est ce qui a valu que le Sénégal ait été plébiscité dans son premier plan d'action prioritaire, dans son second plan d'action prioritaire, parce que les financements que nous avons reçus ont été utilisés à bon escient. Autre aspect du financement, c'est la dette. Il faudrait que souvent... Debt has to be a concessional debt. The President of the Republic talked about it. There is no risk in the investment in Africa. Not at all. And thirdly, Africans, fortunately, there are some initiatives. Africans have to promote, to foster a local market. The state has a paramount role in guaranteeing peace, in guaranteeing democracy, and the training of the human capital, as well as fostering ecosystem, as it was made at the Silicon Valley in the States, and to put together entrepreneurs and bankers, as China did, as Italy did, with the district, in the same vein than Germany. This is a mix of systemic approach as well as a political will. The state has also to build the infrastructure that is needed, ports, trains, in the same vein than Macky Sall. Private sector, national private sector, and partners have to get together to be involved in this programmatic galaxy. When there is a vision, a short-term vision, a vision of competitiveness, when there is no risk that are taken, so it will not be efficient to move forward. The sector has to be strong, to be a national sector that is looking for the international private partner, as we did via the transfer of technology. So it is a mix with a systemic approach. Now, regarding the distribution, this is an ancient initiative. Plato was talking about distributive justice to fight against the more unacceptable inequalities. Now there is a ray of sun that is shining. What we are talking when we talk about the 5 diamonds of the Senegal Emerging Plan or the
diamonds of the Macky Sall. Senegal has his 5 diamonds, the PIDC, with the 4 paradigm that taking care of the inequalities in terms of water, in terms of electricity, the inequalities in terms of roads and the connectivity, and the ways to fight to help a woman to alleviate women's work that makes us lose more than 5 billion. Security scholarships, madam, they are not just granted. First of all, people have to register their kids to the school. When they're born, they need to have a birth certificate at the civil registry. The couverture maladie universelle, it's 20%. If 20% of the Senegalese had the possibility to be taken care of at the health community center, today, the population have the possibility to profit from health. I can talk about the other project like Puma that the president set in place in the Plan Senegal Emerging Plan. It is an appropriate response, an African manner to fight against poverty. He has taken care of all his commitment. He said within 10 years he will multiply by 2 the GDP. He pledged to increase the revenues. He pledged to create 600,000 jobs. He met the challenge. Now, if we see the number of employment is 457,000 employments. If we look at the primary sector, including agriculture, the fishing and health, we see that there is a prosperity in terms of agriculture because there is an increasement of rice from 400,000 tons to 1.4 thousand tons, 1,004,000 tons. We used to import 400 million euros of rice. Today, we see it's not there. We used to import potatoes and other vegetables. Last year, we produced 1,400,000 of onion and other vegetables. These are visible results that are from the vision of the president. And the other one is territory involvement to value the territory potential, taking in count the communities, make access to credit. There is the delegation of fast employment where women are eligible through 2 criteria. This is the experiment to show that Senegal created conditions for an inclusive growth that is applied to all the elements. Madam, I didn't see in your presentation the Senegal, the countryside Senegal, that is emerging, that is a good example of inclusive growth. I just wanted to add these ideas through the data related to Senegal growth. Thank you for your attention. Thank you, Ms. Minister. Now, we have Mrs. Mam Haridjan, chairperson of Essence Laboratory.
2 will talk about inclusion of women and youth inclusion regarding the creation of jobs, decent creation of jobs. Thank you. I have the big job to talk about decent employment for women and children and youth. Let me give you some examples. In sub-Saharan Africa, we witness from 12 to 15 million young people that have that come from universities and that have diplomas. Just between 1% and 4% are employed in the private and public sector. Let's say that just 2 to 4% find jobs. That means that our universities are training jobless people. That means that as a conclusion, we see that youth have to undertake entrepreneurship for themselves and for the others. So how to do that? Regarding the data for women and youth, we have 85% of the populations that are in the sub-Saharan Africa. That means that we have to take on our assets in order to be competitive. We have some assets. We have to leverage those assets. I will talk about the agricultural value chains. How we do that? I would like to give the example of youngsters that are waiting for the states to give them, to fund them in terms of entrepreneurship. For me, nowadays, there is a new model of development, meaning high social impact development, that meaning social entrepreneurship. But we can't do business with social. I would like to say, look at around you. You can see examples. Women are selling things, and they are just sitting one near the other. What can we do with mangoes that are dried, chutney of mangoes, what we call nyamban locally, that the Indians use very well. When the mango is getting a little bit rotten, we can do vinegar of mango. We can do vinegar through the small vases. When we think that we have finished with mango, we can use, we can do butter of mango that is sold a little bit expensive in the United States. So we have to bear in mind a value chain approach. Youth have these strengths. They are labor strengths in Africa. We can be together, but we have to do that in order to create jobs. Let's talk about oranges. What we see around is that people are peeling oranges and then they throw it. But with the peeling, we can, when you soak it in the water, we can have a liquid that is used by cosmetics. We can have also oil from this peeling of the orange. When we put it in alcohol or in sugar, we can have the essence that can use for pastries.
Madam said it earlier, the digital approach is here, and we have internet that youth can access wherever they are. All the information is available. How to make essential oil through internet. So it's not a lack of investment. It's not the red tape. It's just a lack of information and a lack of entrepreneurship. The need lies on the fact that, be it the private sector or the public sector, the information has to be available in order to organize population, particularly the rural ones, because the richness is there. The country that I know, like Senegal, when you go in the countryside, in Kédougou, we see that the first health is the forest, but there are some challenges that are there. The role of the state and the private sector is to show to the population that they can take advantage of the forest by transforming this forest, but they have to be able to keep that ecosystem. Besides, we talked about the challenges, the lack of infrastructure. I say that Africa can't accept the non-quality exception. We invested in the forest of Bokeh and Boga in Guinea. What I saw is that we talk about competitiveness. There are some virgin forests of palms, of orange. They can be accepted. Okay, we are not talking about destroying forests, etc. These are palms that are planted. It is something that has to be valorized, developed. And we went there with a little infrastructure. There was a lady that, excuse me, I describe things the way I saw them. The lady has her breast down, and she was able to take 200 kgs of palm nuts in 2 hours, but while I'm not able to do so. I don't say it's impossible, but once you have this, now what we notice is that the lack of infrastructure, be it from the private or public sector, you see the lady holding her baby on the back, and who's using her machine, a small machine. What we see is that you have some residues coming from human residues, human. Était sale elle-même, mais elle avait son enfant. Human microbes. But I will say that's normal. This lady is holding her baby on her back. There is the baby, and when she touches her baby, we can have this. This will touch also the production. So there is a problem of competitiveness, and I think our biggest challenge is the integration of public and private sector. This competitiveness is asked wherever we go. In the case of Senegal, we can create a lot of jobs if Senegal put the focus on cherry tomatoes, for example, for exportation, for the American pizza for export. As my friend Babakar said,
Imagine the job creation that we can have. Still, we have to meet the quality that is asked, and we have to meet that quality that people are demanding. Regarding now the private sector, I realize that we talk about incubator creation. When we talk about that, we think about new technologies. No, it's not only that. We have seen also some incubators that are industrial. As the example I gave regarding mango and orange, what we lack is the processing. Processing is very important. When we process our product, we will have more added value, and that we will keep with us. Let's keep that added value here, and then we can be more competitive and have access to the local, regional, and international markets. And for that, the challenges are, be it the inclusiveness of women or the youth, is to work on that approach regarding the added value. And last example that I would like to give is some success stories, like in Côte d'Ivoire, etc. In ONU Femmes, we have seen that the share, while having a biological certification for shea butter, women will increase their revenue in euros from 1.5 the kg to 5 euros per kg. But this needs us, we have to pool our efforts, and we have also to develop our social capital, and to learn also the new and innovative techniques. This has to be made through the e-platforms, not only through the incubators, but once we have the industrial incubator, we need fast tracking, accelerators to go from 1 to 10, from 1 to 10 million, 1 to 100 million. Thank you. Thank you, ma'am. Now we are giving the floor to Mr. Carlos Medina, who will talk about informal economy. Merci, je suis très heureux et content d'être là, et c'est un honneur. Je veux remercier le gouvernement du Sénégal de m'avoir invité pour être ici, surtout le ministre chargé du plan Sénégal émergent, M. Cheikh Kanté, la Banque mondiale, et Mme Luz Kors, la chargée du programme Sénégal et de la Gambie. It is much easier to talk about informality and complain about it than to cure it, to improve and to make people to become formal. Africa's figures are rounding the 70% of the working population being informal, while in Colombia is about 55%. And what I'm going to do is to talk about a couple of interventions to reduce informality that took place in Colombia and that were both successful and very robustly evaluated. One intervention is about job training. The other is about basic secondary education. Why to provide job training? Well, job training increases the productivity of the youth, and also is targeted to the youth, which are the most vulnerable population in the labor market. Like, for example, in Colombia, while the unemployment rate of the whole population is about 12%, that of the youths is like 18%. And also they are more vulnerable to shocks. When there comes a shock, these are the ones that have the higher increase in their unemployment rates.
Also in Africa, this is particularly relevant given the population pyramid in Africa. You know, you have a lot of youth population, a large share of your population is made out of youth. So, and also, job training can help to increase opportunities for the youth, for those who cannot afford to go to higher education. They, in a very short span of time, they can make it. They can get into formal jobs, and this is a key way to redistribute opportunities in the population. Now. There is an issue of how similar would a program that work in some cities in Colombia will work in Africa. Well, this is an issue of external validity, but I must say that the two countries are I mean, Colombia versus Africa. Even though Africa in the last 25 years has lagged even more behind than it was formerly from Colombia. For example, Colombia used to have a GDP per capita in the early 90s of $5,000 in power parity purchase. While by then, Africa had a per capita GDP of like $1,200. And currently, Colombia has one which is $15,000, and Africa's average is lower than $4,000. Of course, I mean, there's been a higher gap with respect to East Asia and Pacific Asia once you exclude the most developed countries of that region, because they were like, they had basically 25 years ago the same per capita GDP than Africa does in power parity purchase terms, and now they are as rich in per capita terms as Colombia is. So, but I guess these interventions could be tried by several governments in the region because, again, of the huge target population, which in the case of Colombia was the youth and the poorest population. Now, what is the relevance? In the case of Colombia, job training, I mean, the government spends about 0.3% of the GDP every year in job training programs, and in basic secondary education is up to 2% of the GDP. So these are enormous amounts of money that are being spent, and it's key to make sure that they efficiently spent and they're making a difference for the beneficiaries. So, which were the characteristics? There are some key characteristics of these two interventions. First, they reduce informality, so which is one of the key issues we want to address now. Secondly, they gave room for private participation in this intervention. So, programs that were traditionally provided 100% by the public sector, they bring the private sector in, and this made things better, I mean, to a large extent. And third, they were well evaluated. Actually, these interventions were, I mean, the job training program made part of a broader intervention in the early 2000, which came out after a huge shock in the economy in Colombia. And these interventions were funded by both the World Bank and the Inter-American Development Bank. And one of the things they demanded, once they provided the funding, was that there will be very well evaluated. And what they did in Colombia was to come out with this randomized control trials design. So this is like a technique to basically make the policymakers able to come out with what exactly the difference that these specific programs are making in the outcomes of the beneficiaries. So also very important for us is the availability of huge databases of administrative records, which allowed us to track
how these guys who applied to these programs did later on. And that allowed us to learn about several of their most relevant outcomes, which this is very important also for countries in the region to bear in mind. If you want to learn what differences are your programs making, so you better gather good data for you to be able to learn. Now, let's begin talking about the job training program. The job training program basically sought to increase the abilities of the youth, their employability, and private sector participation. What was it about? It was just 3 months of coursework and 3 months of training in a firm. So it's just 6 months to make a difference in the youth. Which was the target population. This was poor youths, like the 25–30% poorest youths, 18 to 25 years old in the main cities in Colombia, and it was fully publicly funded. So what was the role for private sector here was in the provision. So basically the students went out and looked for training programs in the sector they wanted. There were several programs in manufacturing, in commercial things, in cooking, everything. They picked the one they wanted, and the government will pay the provider. And of course, private providers were assessed, and only those able to provide a minimum quality in their service, they will be, granted a scholarship for people who apply to these programs. Now, it is very important here to bear in mind the incentive scheme for these private training institutions. So when you're moving to private provisions of social services, you better regulate much better than you used to, or you come out with a very clear incentive program so that you don't have to go after the private sector finding out whether they're doing what they should. And what they did was they only paid after provision. So, for example, when the student completed 25% of the course, these providers hadn't received a single buck, no money for that. Only when they finished 80% of the coursework, they will receive 30% of the payment, and so on. So only when they if they are not hired by a firm, they are not paid. They only receive like up to 40%. Only when they are hired, and if hired with no delay, they receive everything like 100%. No, because if they take too long to be hired by a firm for the 3 months of job training, they will receive money, but less money. So the incentives are well aligned. So if you are a private provider of training programs, you want to make sure that what you teach is relevant, so that someone wants to demand the skills you are providing. Also, you want to make sure that you are providing good quality skills, because you might fool a firm once, but not twice, and you want to stay in the market. If you want to stay in the market, you better provide relevant courses and high-quality courses, so that both they are hired soon, and they are going to keep hiring the following cohorts of your trainees. Now, which results we found? So we matched the information of these beneficiaries, which applied and entered the course in early 2005, and track them depending on the database up until 2015. So this is 10 years later. And we found that their formality rates increased 12% with respect to those who didn't get the treatment or the training. Also, in large firms, it's not like any formal employment. Employment in firms which employed at least 200 employees, it also increased significantly. Earnings increased also 12%. The quality of employment measured as the average wage of your peers in the firm you work, it also increased. The job tenure, which is how long have you been working in the firm you're currently working, also increased. And the access to higher education. So this stimulated them for them to seek more skills in the higher formal education system.
the demand for government subsidies. So these individuals became less poor, and as they became less poor, they became less likely to be eligible to social subsidies. So they are demanding less from the government. And also, we find that they increase the access to formal credit. In particular, they are more likely to lend, to have credit for buying houses, and for consumer demand. But in consumer demand, it includes, like, for example, buying vehicles, which might be used for them for productive activities also. And finally, and very importantly, it reduces the arrest rates of their relatives. So they, I mean, within these households, they were like, let's say, the peaches, and the lemons were the relatives. The relatives were likely to not haven't been were more. Well, the applicants were less likely to have been arrested. They had very low arrest rates, but the relatives actually they were like 6%. They had like arrest rates incidents up to 6%. But those relatives of applicants who were beneficiaries, they reduced their arrest rates. So, and finally, this is a cost-benefit intervention. The internal rate of return was higher than 15%. So basically, the government is going to socially have a positive return of this investment. And this is the job training. I'm actually taking more time. I mean, any of you who is interested in the other, which is for secondary education, I'll be glad to talk to you about that. Thank you so much. Merci bien. Donc, nous sommes 13 heures. Il était prévu quand même que ce débat s'arrête à 13 heures. J'avoue qu'il était très riche, très passionnant. Merci, très chers panélistes. Encore une fois, merci au gouvernement sénégalais et à tous les partenaires venus de Banque mondiale, BAD, qui ont contribué à l'organisation de ce forum. Et je crois que après d'éminents panélistes comme ceux-là qui viennent d'exposer, il va être difficile de tirer une conclusion parce que je crois que chacun des participants ici a dû tirer sa conclusion. Sauf que je vais dire quand même que je vais rappeler une phrase de son Excellence le Président Macky Sall hier que je vais citer. Il dit que l'émergence ne se décrète pas. C'est très important. L'émergence ne se décrète pas. Et l'émergence, c'est une vision politique. Alors donc, j'ai failli conclure parce que ce qui m'avait été dit, c'est qu'il faut arrêter à 13 heures. Donc, excusez-moi, par nature, je souhaite beaucoup plus de débats. Donc, s'il y a vraiment quelques participants qui voudraient enrichir le débat, apporter des observations, des contributions ou des questions, nous allons choisir quand même, je vois qu'il y a 1, 2, 3, jusqu'à 4. Nous allons choisir 5 éléments, 5 participants par rangée pour nous permettre quand même d'avoir vous aussi vos points de vue. Donc, merci bien de nous avoir accordé cet avantage. Vous avez la parole, l'assistance. Oui? C'est quel nom? Ahmad Ndiaye. Qui d'autre? Ahmad Ndiaye? Il n'y a pas de baladeur là. Qui d'autre? Comme ça, je vais faire une liste de 5 contributions. Donc, c'est Ahmad Ndiaye. Bon, pour qu'on gagne du temps, mais vous pouvez venir là, je crois qu'il n'y a pas de problème. Hein. Venez là au pupitre.
Bonjour. Je suis Ahmad Ndiaye, je suis maître de conférence à la faculté des sciences économiques. Alors, je veux faire une intervention pour juste dire quelque chose. D'abord sur le titre. How the private sector contributes. Je suis contre ce concept-là, contribuer. Comment le secteur privé doit contribuer? Non, le secteur privé n'a pas à contribuer. C'est le secteur privé qui doit faire la croissance inclusive. Peut-être on aurait dit comment l'État doit contribuer. Je crois que c'est une question de perception. Parce que l'économie, c'est le secteur privé qui l'a fait, qui l'a bâti, qui l'a fait croître. L'État peut-être doit contribuer. Donc là, je ne suis pas d'accord totalement sur le titre. Est-ce que le secteur privé doit contribuer? Non, ce n'est pas contribuer. Le secteur privé doit faire la croissance inclusive. L'État doit contribuer. Donc c'était la seule chose que je voulais faire, la seule remarque que je voulais faire. Merci. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, madame. Votre nom? Bonjour, messieurs, dames. Félicitations à tous les exposants, nos chers ministres, chers entrepreneurs, tout le monde. Je suis Yamandia, jeune entrepreneur sénégalais qui fait la valorisation, la promotion des produits sénégalais et africains en même temps. Je voulais contribuer. Pardon. C'était juste de voir quelles sont les voies et moyens de pouvoir aider la partie de la transformation, ce qu'on appelle le food processing. Parce qu'on a vu depuis des années, on a mis beaucoup d'argent au niveau de l'agriculture. C'est bien, il faut avoir de la matière première pour pouvoir faire la chaîne de valeur. Mais dans la chaîne de valeur, le maillon de la transformation est primordial et capital. La valeur ajoutée au niveau de ce produit fini est beaucoup plus importante que la matière première. Donc, je lance un vif appel à tout le monde, partenaires, État, secteur privé, de pouvoir faire face à ce levier-là. Nous avons besoin d'être accompagnés. Il y a la DER, il y a d'autres projets, il y a les services de l'État qui nous accompagnent, le COSEC et autres là. Mais je pense que ça doit être en volonté politique, étatique et régionale de pouvoir industrialiser nos secteurs privés dans le food processing. Je vous remercie si j'ai duré. Merci bien. Oui, monsieur. Bonjour, Diagne Mouché Diagne, président du Conseil des entreprises du Sénégal, qui est une organisation patronale regroupant des micros et des petites entreprises. Je pense que le thème vient à son heure. On est dans un tournant où l'Afrique est obligée de développer des stratégies, des mécanismes, des leviers permettant le développement à partir de la base. Nous tous, nous savons, il n'y a aucun pays émergent qui s'est développé grâce aux grandes entreprises. And change came from the bottom line. We all know this fact. Cela se fait, il faut impérativement que cette inclusivité soit réelle, qu'elle soit effective, qu'elle ne soit pas juste un discours politique. Et ce qui existe en Afrique, c'est un grand dommage. Les micro-petites entreprises ne sont pas accompagnées, ne sont pas financées. Les banques ne financent que les grandes entreprises. Les politiques de mise à niveau, c'est uniquement réservé aux entreprises qui sont éligibles. Il te faut 4 bilans certifiés, il te faut une comptabilité structurée. Et nous savons que plus de 90% des entreprises sénégalaises, c'est les entreprises informelles non structurées. En amont, il y a des tâches à faire, il y a une politique inclusive à faire, et ça, c'est impératif afin que ces milliers et des milliers de micro-petites entreprises africaines puissent porter une croissance inclusive, une croissance de qualité. Parce que les banques, ce qu'on dit toujours, they made your rate for the big business. And the small business, they have the red tape. Elles ne pourront pas jamais accéder aux services financiers.
Et ça, c'est des systèmes de financement qui sont adaptés à leur environnement qu'il faut mettre en place. Je suggère aussi que les politiques puissent accompagner les micro-petites entreprises africaines pour qu'on puisse, pourquoi pas, mettre en place, j'en ai pensé même hier, une confédération des TPME africaines qui sera en quelque sorte une structure de la CIA, de l'Afrique, qui pourra répondre aux besoins que vivent les micro-petites entreprises sénégalaises. Leur donner plus de voix, plus de responsabilité, surtout dans les instances décisionnelles. Si on ne le fait pas, je pense bien on aura toujours une croissance, oui, certes, mais elle ne sera jamais de qualité ni inclusive. Merci beaucoup. Merci bien, merci bien. Au fond, là-bas. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Meksan Kabou. Je suis doctorant en économie. Alors, la question que je voulais poser, c'est le rôle et la place de l'innovation, c'est-à-dire de la recherche. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème très important. Un des moteurs, par exemple, de la compétitivité, c'est l'innovation à travers la recherche. Alors, quelle est la part de l'État dans le financement de la recherche? Aujourd'hui aussi, le secteur privé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et là, je m'adresse directement à madame. Concrètement, comment est-ce que vous mettez, quelle est votre contribution dans l'innovation, dans la recherche, et comment est-ce que l'État devrait accompagner cette dynamique-là quand on sait que on ne doit pas continuer à penser à un transfert de technologie. Il est temps aussi que l'Afrique commence à avoir sa part dans la recherche et le développement. Merci beaucoup. Merci bien, merci bien. Oui, monsieur. Bonjour, je m'appelle Maurice Sarr du cabinet Performance. J'ai une question en deux parties. La première, c'est de savoir, quand on parle d'inclusivité, est-ce que l'inclusivité est vue comme un but désirable à atteindre, ou bien est-ce que l'inclusivité est vue comme un moyen qui rend la croissance, la démarche de croissance, tout ça, plus efficace? Donc, est-ce que c'est un but à viser, ou bien est-ce que c'est un moyen qui contribue à faire la croissance? Et la deuxième partie, si jamais c'est un moyen, à quel horizon pense-t-on que les résultats sont visibles? Voilà. Merci bien. Donc, je crois qu'on a les 5 intervenants. Ah, je vois quelqu'un qui se lève. Bon, vous êtes le dernier. Seulement que je ne vois pas beaucoup de femmes quand même. Hein. Sur 5-6 intervenants, une seule dame. Hein. Alors qu'on parle beaucoup des femmes aujourd'hui, de leur autonomisation, de leur inclusion. Et elles font l'essentiel de l'économie en Afrique. Même si on veut alléger quand même leurs tâches au niveau des activités champêtres. Allez-y, monsieur, et n'oubliez pas qu'on est vendredi et que la séance est présidée quand même par un imam. Oui, merci. Je m'appelle Mamadou Guissé, ingénieur hydraulicien, mais actuellement entrepreneur et leader local, disons leader politique, et membre du Conseil des entreprises du Sénégal, CEDES, avec le président Babacar Diagne qui vient de finir d'intervenir. Je vais intervenir sur la question de la jeunesse dont on a parlé tout à l'heure. Je suis sur le terrain à travailler avec la population pour élargir la base de soutien à son Excellence le président Macky Sall pour sa réélection. Et les challenges auxquels je fais face, c'est principalement les jeunes. Les jeunes, je crois que les statistiques ont déjà montré, on a parlé de la pyramide des âges du Sénégal, on a dit la nécessité de leur inculquer la culture de l'entrepreneuriat, je suis d'accord, mais ce que j'ai noté à travailler avec eux tous les jours et à faire face à leurs demandes, c'est d'avoir noté que le problème de la jeunesse, du moins de l'entrepreneuriat jeune ou bien de l'inclusion de la jeunesse, a dépassé le niveau économique et maintenant est devenu au niveau, soit je peux l'appeler sociologique ou bien social, du point de vue que
les jeunes, pour la plupart, n'ont plus le courage même d'aller vers l'information. Quels sont les programmes du gouvernement qui sont là pour les aider, les encadrer, les financer, les former? Ils ne sont même pas au courant que le gouvernement fait des efforts fous pour vraiment leur donner des créneaux. Ils ne sont pas informés et ils n'ont plus ce courage, cette détermination d'aller même chercher l'information. Donc, Dr Cheikh Kanté, membre du gouvernement, nous travaillons ensemble sur ce sujet. Donc, je voulais faire remarquer que ce n'est plus leur dire, voilà, nous avons l'ANPEJ, on connaît tous les appareils qui ont été mis là pour la jeunesse, mais la jeunesse dans les quartiers, ils ne sont plus, je ne sais pas, il faut trouver un moyen de les informer, de les impliquer, peut-être les remotiver, à leur dire que, bon, voilà, vous avez ces programmes qui sont là pour vous, les 3 FPT, l'ONPF, tous les programmes sont là, mais ils n'y vont plus. Il y en a même qui disent, moi, je n'ai pas le temps de la formation. Je veux un financement et faire quelque chose. Et sans formation, ils ne vont jamais réussir. Travaillons sur ça. Je crois que c'est important de parler sur ça. Bon, donc on va s'en arrêter là et je vais demander à mesdames et messieurs les panélistes de répondre, mais de façon précise et vraiment concise et brève. Oui. Voilà. Donc, je vais commencer par madame, elle veut la parole. Oui. Alors, comme une question m'a été adressée directement, la place de la recherche par rapport au secteur privé, je vous dis simplement que nous avons conscience, notamment dans le domaine cosmétique que je développe, que la recherche est fondamentale. Et l'approche que nous avons, nous nous disons que lorsque les éléments dont nous avons besoin ne sont pas en intérieur, nous allons les chercher, nous allons les externaliser. Je vous donne un exemple de ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous avons fait avec la RDC Congo, toujours avec ONU Femmes. Nous avons, grâce à la chaîne de valeur manioc, réussi à faire de la farine panifiable. Et quand on dit farine panifiable, on dit qu'à partir de cette farine, on peut faire du pain, de la pâtisserie, etc. Et on a réussi à faire des spaghettis gluten-free, sans gluten, qui sont aujourd'hui déployés dans toute la RDC Congo. Grâce à quoi? À l'alliance que nous avons fait avec le département des sciences de l'université qui non seulement fournit sa recherche, ses outils, mais également participe lors de ces formations, lorsque le déploiement se fait au niveau rural. Par rapport à la question de la transformation, enfin de la contribution de madame, je voudrais dire que quand je parlais d'incubateur et d'accélérateur, c'est parce que effectivement nous avons conscience au niveau du secteur privé et notamment au niveau de du secteur agribusiness que l'effort, la valeur ajoutée, elle est gagnée lorsque le produit est transformé. Et pour cela, moi je reviens d'un programme avec les États-Unis. Pourtant, on pourrait se dire c'est un pays développé, on n'a pas besoin de prendre exemple. On s'est rendu compte que les incubateurs qu'on a trouvés là-bas, ce sont des incubateurs où dans une salle, une petite salle, on va retrouver des outils pour la transformation, que ce soit pour les cosmétiques, que ce soit pour la lessive, que ce soit pour les gâteaux, etc. Ce sont des outils qu'on met à la disposition des jeunes entrepreneurs, quel que soit leur âge, pour que quand ils n'ont pas accès directement à l'outil ou quand ils n'ont pas accès à l'infrastructure, qu'ils puissent venir y travailler et transformer et mettre sur le marché. Avec beaucoup de modules qui vont permettre non seulement de transformer, mais également de combler les lacunes qu'on a par la transformation. Et ce modèle est complété par l'accélérateur. Parce que si, comme vous ou comme moi, on commence très petite entreprise et ensuite moyenne entreprise, on veut aussi devenir grande entreprise. Comment
avec un système de mentoring. Et là, je rejoins la dernière intervention du monsieur du CEDES qui dit que les jeunes n'ont plus envie. Ce n'est pas que les jeunes n'ont plus envie, les jeunes sont découragés. Et pour lutter contre ce découragement, mais il y a des choses à faire. Au lieu de passer le temps d'utiliser les chaînes de télé, la chaîne nationale notamment, à montrer des lutteurs et autres, excusez-moi, c'est un domaine, le sport, qui aide, mais montrer des rôles modèles, montrer des gens qui ont fait de l'entrepreneuriat, qui réussissent. Et quand vous montrez ça, je vous assure, la Chine le fait. J'ai vu la Chine, un monsieur qui parle de comment les Chinois ont réussi à construire des ponts et à gagner des marchés face aux Allemands, par exemple. Et il montre des exemples simples de familles qui étaient de l'autre côté de la montagne, qui arrivent maintenant à se réunir grâce à ces ponts-là. Et c'est une fierté de voir des jeunes étudiants, des jeunes qui sont dans la salle, qui prônent le nationalisme, qui posent des questions et qui sont fiers d'être chinois. Faisons la même chose, montrons que nous sommes fiers d'être africains, nous avons de la compétitivité, nous devons nous battre pour montrer que l'exemple de l'Afrique, ce n'est pas seulement l'exemple des maladies, ce n'est pas l'exemple de l'échec, c'est l'exemple d'une réussite qui est jeune, d'une réussite qui est féminine, et on y arrive. Excusez-moi. Merci bien. Qui d'autre là? Oui, monsieur le docteur. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord répondre à l'enseignant universitaire pour sa question sur le secteur privé. Le secteur privé africain ne contribue pas beaucoup dans la croissance africaine. Sa contribution a été mesurée environ à 7%. Et jusque-là, ce sont les politiques publiques qui financent la croissance. Je peux prendre l'exemple du Sénégal. Sa transformation structurelle a été portée par le Sénégal. Et justement, il y a cette corrélation entre la dette normée, dans une logique coercitive, mimétique, à partir des engagements régionaux, au niveau de l'UEMOA, on ne doit pas dépasser 70%, mais toutes les transformations structurelles qu'on a vues ici ont été portées par l'État. Or que dans les autres zones géographiques, le privé participe à plus de 22-26%. C'est pourquoi dans le programme du second plan d'action prioritaire, le président de la République a lancé un signal fort pour dire au secteur privé, insérez-vous dans la philosophie de l'émergence, devenez des champions, de par votre attitude de valeur partagée avec les objectifs de l'État. Ayez une vision, parce que des fois, nos entreprises n'ont pas de vision à long terme, n'ont pas de stratégie à long terme. Ils n'ont pas de stratégie locale, ils n'ont pas de stratégie régionale, ils n'ont pas de stratégie nationale pour devenir des champions. Heureusement, nous avons de rares exceptions de jour. On a vu l'inauguration du TER, c'est le partenariat entre des Sénégalais et des étrangers qui nous ont donné ce résultat. Les sphères ministérielles, je peux en dire autant, ici, dans cette salle, c'est un partenariat entre le public et le privé. Donc, le privé africain, le privé sénégalais a sa place dans l'émergence. Donc, dans le compagnonnage entre l'État et ce secteur privé-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour ce qui est la voie de la transformation, madame, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, les pays qui ont émergé l'ont été par l'industrialisation. Je peux donner le cas de l'Angleterre, je peux donner le cas des États-Unis, le cas de la Russie, le cas de l'Argentine. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les orientations stratégiques de M. le Président de la République, ces 5 postulats, je ne sais pas si vous les avez écoutés, il a donné une place à la jeunesse, pour reprendre un peu, répondre à M. Guissé. Une jeunesse formée. Le monsieur de la Colombie l'a dit tout à l'heure, il y a eu toujours en Afrique cette problématique d'adéquation entre la formation et l'emploi. Et une des réformes phares du plan Sénégal émergent, c'est l'alignement de l'enseignement supérieur et de la formation à la respiration économique. Nous avons identifié 396 curricula. Et dans ces 396 curricula, 256 ont été alignés à la demande des entreprises sénégalaises en relation avec le patron. Et dans ces universités-là,
dans ces programmes de formation-là, les jeunes qui sortent sont tout de suite accessibles à des emplois. Donc c'est un problème structurel qu'on a trouvé ici et qu'on est en train de combattre à travers ces programmes de formation. L'autre problème pour la jeunesse, c'est le problème d'accès au financement. L'environnement bancaire que nous avons souvent, les banques ne prêtent pas. Même la microfinance, des fois je suis contre le monde de la microfinance qui prête à nos femmes à des taux dithyrambiques. Et j'ai dit un jour, une génération va vous jeter des tomates, parce que tout simplement, dans une activité, vous en tant que banquier, quand le coût du capital est supérieur au taux de rentabilité interne, vous êtes conscient que vous prêtez à quelqu'un de l'argent pour une activité morte. Et si elle ne rembourse pas, vous venez saisir ses biens. C'est illicite. Donc tout cela a poussé le président Macky Sall à mettre en place ce qu'il a appelé la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes. On a dit, les jeunes jusqu'à 40 ans, vous êtes accessibles à ces crédits, mais à condition que vos projets soient en cohérence avec la législation de l'ADER. Les femmes, jusqu'à 100 ans, vous êtes accessibles à ces crédits-là. Donc il y a une armada de mesures actuellement dans le plan Sénégal émergent qui me permet aujourd'hui de répondre à toutes ces questions. L'innovation, monsieur, moi j'ai fait ma première thèse porte sur l'influence de l'immatériel sur la performance des entreprises africaines, le cas de l'UEMOA. J'ai abordé l'immatériel sur 3 axes. Le capital humain, l'innovation et l'information. Leur influence sur la performance des entreprises à partir des aspects spécifiques pays, spécifiques secteurs et spécifiques entreprises. Sur 380 entreprises, si vous voulez, je vous donne ma banque de données, je me suis rendu compte que dans notre zone, les entreprises n'innovaient pas. Si vous prenez l'innovation dans sa typologie, produits, procédés, incrémental, administratif, non, ce sont les maisons mères qui innovent et qui l'imposent souvent à des marchés et cette innovation-là n'est pas souvent adaptée. Donc il faudrait bien financer l'innovation. Ce sont les entreprises qui doivent financer elles-mêmes parce que l'innovation est source de compétitivité. Si on l'analyse par les 5 facteurs clés de succès, ce sont d'abord les cycles de vie. Il faut une maîtrise des activités du cycle de vie. La croissance, la naissance, la maturité, jusqu'au déclin. Et à chaque niveau doit correspondre à une stratégie d'innovation qui permette aujourd'hui de maîtriser ce qu'on appelle la pente d'expérience, des économies d'échelle. Cette pente d'expérience s'explique par le coût de la valeur ajoutée d'un produit homogène ou d'un service homogène mesuré en unité monétaire constante permet, à partir d'une production cumulée, d'avoir une situation monopolistique. Les ressources humaines, le capital humain, pour maîtriser la théorie de la migration des valeurs, souvent influencée justement par ces innovations. Donc ce sont les entreprises elles-mêmes, à l'image du Japon, à l'image de la Chine. Aujourd'hui, dans ces pays, vous voyez des entreprises qui ont des produits qu'ils vont sortir d'ici 20, d'ici 30 ans. Et ça, c'est le résultat de la recherche. Tant que nos petites et moyennes entreprises ne s'intéresseront pas à des innovations mineures déjà, comme Madame l'a expliqué, les épluchures d'orange, les services qu'ils peuvent rendre, les chaussures, etc., je pense que ces entreprises-là ne seront pas intégrées dans la chaîne de valeur. Le monsieur de cabinet de performance, l'inclusivité est la finalité de toute politique économique. Sinon, elle va entretenir la fracture. Donc, Monsieur le Président, je pense que je suis disposé, en tout cas pour ceux qui ont posé des questions, à vous recevoir dans mon bureau
à discuter avec vous d'une manière approfondie pour répondre particulièrement aux questions que vous avez posées. Donc à la technique, je demande vraiment un peu d'urgence, juste 2-3 minutes. Donc, Monsieur Mayaki, je vous accorde 1 minute. Donc, 1 minute. 1 minute, merci. Je voudrais juste féliciter le ministre pour ce qu'il a dit, mais être en désaccord sur un point. I disagree on one point. The Silicon Valley is the result of the investment of Pentagon in this study. We made a study regarding 37 countries to see which ones are making this kind of contribution. It's less than 0.5%. We have a lot of technological innovation for our youth that is working alone, that are innovative, but they have to be organized in the cluster, and the state has to put money in this in order to make them develop. Thank you. I think that all questions were taken care of. A last topic. Africa import yogurt. Yogurt is not really complicated to make. In this, the support to the smaller producer, it is very important to help them for the processing. I give the example. Yogurt is really easy to make. Thank you. Thank you very much. Unfortunately, we don't have time. You can hear the music. We have all the potential. Emergency is not through decree. Let's transform our political discourse in actions. Youth have to understand that, have to take care of themselves. Thank you for your kind attention, and thank you for your patience.